Bonjour à tous. Alors, merci M. Massalski pour cette rapide présentation. Donc, en effet, la communication que je vais présenter ce matin s'intitule « Ovide, lecteur d'Horace, la célébration d'Auguste, chef militaire ». Et elle s'inscrit dans le cadre plus large de mon doctorat, qui s'intitule précisément « Ovide, lecteur d'Horace », toujours, mais la construction de la figure du poète dans les recueils de l'exil. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus précise sur ce sujet qui, j'imagine, ne doit pas évoquer grand-chose dans la salle. Alors, en l'occurrence, on va parler de deux poètes qui sont augustéens. Augustéens dans le sens où en -27 avant notre ère, Octavien reçoit du Sénat romain les titres de Augustus et de Princeps, ce qui marque donc le début du Principat, ce que de façon simplifiée, on appelle en fait le début de l'Empire romain, même si le terme d'empereur est un terme qui est contestable, mais je ne vais pas développer aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps. En l'occurrence, je vais vous parler donc de deux poètes donc augustéens. D'un côté, vous avez Horace, né en 65, mort en 8 avant notre ère, et qui est souvent présenté comme étant le poète emblématique de la première génération d'écrivains augustéens. C'est donc le poète officiel du princeps, à savoir Auguste, dont il fréquente les cercles les plus intimes. Néanmoins, il a su conserver une forme d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et il s'est également consacré au renouvellement de la poésie lyrique latine. Donc, il s'impose vraiment comme le chef de file des poètes de sa génération. En face, j'ai placé Ovide, qui est plus jeune d'une vingtaine d'années, que vous connaissez peut-être grâce au texte des Métamorphoses où il parle de mythologie ou l'art d'aimer. Et c'est également un poète très couru et très célèbre à l'époque. Il est parvenu au fait de sa carrière politique. Ovide est relégué, on ne sait toujours pas pourquoi, et je ne vais pas non plus développer une thèse sur ce sujet, par le princeps Auguste aux confins de l'Empire romain, et ça c'est en 8 de notre ère. Donc à ce moment-là, il était exilé sur les bords de la mer Noire, à Thôme. Ça correspond à la ville de Constanța. Alors, je suis désolée pour la prononciation, ça se passe, c'est en Roumanie, mais je ne garantis pas la prononciation roumaine. Et il va mourir là-bas quelques années plus tard, sans jamais avoir obtenu l'autorisation de revenir à Rome. Il y écrit plusieurs recueils poétiques, à la forme épistolaire plus ou moins marquée. Donc, ce sont les trois recueils que j'ai cités. Donc, il y a les Tristes, les Pontiques et le Contribis. On a longtemps opposé les deux poètes, et cependant, les lectures les plus récentes de ces trois recueils de l'exil laissent penser que les nombreuses références que l'on trouve à l'ensemble de l'œuvre d'Horace dans les épîtres d'Ovide, ce n'est pas simplement ornemental, une sorte d'hommage à son prédécesseur, et que Ovide ne se contente pas d'opposer sa situation donc de poète déchu, relégué au fin fond de l'Empire, à la situation de poète officiel d'Horace, poète célébré et fêté. Et donc c'est une hypothèse qui reste à vérifier, et c'est ce que je me propose de faire dans ce travail de thèse, en menant une étude la plus exhaustive possible de l'ensemble des références à Horace dans les recueils de l'exil, de manière à mettre en lumière le rôle que jouent toutes ces références dans la construction de la figure du poète exilé, et surtout dans ses rapports au princeps, donc le prince, et aux puissants de Rome. Et l'un des angles d'approche que j'ai choisi, c'est ce que je vais vous présenter très rapidement ce matin, pour étudier donc ce dialogue entre le poète en exil et son prédécesseur, c'est celui des épinities. Alors, une épinitie, c'est un hymne en hommage à la base des vainqueurs des Jeux Olympiques en Grèce. Et ensuite, le sens a glissé, s'est déporté pour représenter en fait un hymne en l'honneur des victoires militaires, et en l'occurrence des victoires militaires d'Auguste ou de ses généraux les plus proches. Donc la mise en regard de ces textes qu'on trouve à la fois chez Horace et chez Ovide à 30 ans de distance, ça permet de comparer de façon extrêmement concrète donc les étapes de l'expansion de la conquête romaine à l'époque, sous le règne d'Auguste, de montrer également la fragilité de certaines conquêtes, loin du discours officiel qui fait office de propagande, notamment chez Horace. Je ne suis pas historienne, donc c'est vraiment dans une perspective beaucoup plus littéraire que je vais aborder cette étude, pour montrer qu'à travers donc les vers d'Ovide et à travers ses références à Horace, on peut vraiment s'interroger sur les rapports de force entre le poète et les puissants qui sont à Rome alors que lui est exilé à Thôme. Donc, tout d'abord, petite vue d'ensemble de l'Empire romain avec son expansion progressive, donc depuis de 30 avant notre ère jusqu'à 6 de notre ère, sachant que Auguste meurt en 14. Et la situation politique, bien évidemment, va évoluer entre le moment où Horace écrit et le moment où Ovide compose lui aussi en exil. Et donc, il s'agit avant tout de comparer les procédés de célébration de la conquête. Alors, on retrouve cette célébration à plusieurs reprises dans chacune des œuvres de chacun des poètes.
Donc là, la liste n'est pas exhaustive, j'ai juste mis quelques exemples. Et les peuples les plus fréquemment cités par Horace, ce sont les Cantabres. Alors les Cantabres, c'est l'Espagne, les Sicambres sont les Germains, les Gètes, c'est au niveau de la Roumanie actuelle, les Scythes, c'est la Roumanie actuelle, les Parthes ou les Mèdes, qui sont également les Perses, en fait, c'est désignent les Iraniens qui sont vraiment aux frontières de l'Empire au niveau de la Turquie, grosso modo. Chez Ovide, les peuples qui sont les plus fréquemment évoqués, ça va être une nouvelle fois les Gètes, puisqu'ils sont vraiment aux portes de la Roumanie où lui-même se trouve, les Germains, les Arméniens, les Dalmatiens, et encore une fois, les Parthes, dont on reparlera tout à l'heure. Donc, quand Horace décide de célébrer Auguste, voilà ce qu'il écrit. J'ai relevé 3 exemples de citations. Donc, la citation centrale, le procédé qui est le plus flagrant, qui essaie de se faire ressortir en soulignant en vert, c'est le procédé du catalogue, qui est un procédé assez fréquent dans la littérature de l'Antiquité. Et on voit ici qu'il va citer donc le Cantabre, le Mède, l'Indien, le Scythe, etc. Et donc, à travers ce procédé, Horace essaye de montrer l'étendue, toute l'ampleur de cet empire romain qui a été conquis notamment sous la direction d'Auguste, en montrant donc les lieux extrêmement distants les uns des autres. Il va également tâcher de souligner le danger que représentent les ennemis qui sont extérieurs à Rome, et ça dans le but d'exalter la capacité, la grandeur d'Auguste qui est capable de les contenir et donc de protéger le peuple romain sur un territoire aussi vaste. Donc, par exemple, on va voir la Gaule qui ne craint pas les tombes ou les Sicambres que le meurtre réjouit. Donc, des descriptions assez frappantes qui montrent à quel point ces ennemis sont dangereux, mais qu'Auguste est capable de les contenir. On a également l'extrait qui est juste en dessous où Horace reprend également un procédé assez fréquent qui est de nommer les peuples par rapport aux fleuves qui abreuvent le pays dans lequel ils vivent. Et là, en l'occurrence, il va parler donc des eaux profondes du Danube. En l'occurrence, ça désigne les Germains. Et là aussi, il montre à quel point Auguste est puissant puisqu'il arrive à arrêter les Germains et que ces Germains vont se plier aux édits Juliens, c'est-à-dire aux lois romaines, etc. Donc, ce que cherche à faire à tout prix Horace ici, c'est de célébrer les conquêtes militaires d'Auguste et en mentionnant ces peuples assujettis. À peu près 3 décennies plus tard, Ovide, à son tour, lui aussi célèbre Auguste. Pour Ovide, il s'agit plus d'une question presque de survie, puisque pour lui, il faut d'abord, dans un premier temps, tenter de calmer la colère du princeps qu'il a relégué au fin fond de l'Empire, témoigner de sa loyauté pour obtenir au mieux le rappel à Rome, qui n'arrivera jamais, ou alors un lieu d'exil un petit peu plus favorable, puisque d'après les descriptions de Tom, c'était vraiment l'antichambre de l'enfer à l'époque. Donc, il va reprendre lui aussi le même procédé du catalogue, sauf qu'on constate ici, en reprenant les peuples qui sont évoqués, qu'il va resserrer au niveau géographique et que les indications spatiales qu'il donne, c'est pour montrer que les frontières de l'Empire sont extrêmement fragiles, là où lui-même est exilé. Donc, il ne cite que des peuples qui sont aux frontières de la Roumanie actuelle, là où il se trouve. Donc, l'énumération qu'il fait ici, contrairement à ce que faisait Horace, n'est plus l'énumération des peuples qui sont soumis aux lois romaines, mais en l'occurrence, ce sont des peuples qui restent à soumettre et qui menacent directement les frontières de l'Empire. Il insiste également sur l'aspect extrêmement récent de la conquête augustéenne, avec, donc je l'ai mis en jaune ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, le novissima, qui signifie très récent, très nouveau, qui est juxtaposé au wixque, qui veut dire à peine. Donc, on insiste vraiment sur la fragilité de cette conquête, puisqu'elle est extrêmement récente. Pour nuancer malgré tout ce qui pourrait être considéré comme une attaque contre Auguste, il va insister sur l'idée de maîtrise de son empire avec le imperi tui, donc ton empire. Et également, il va reprendre le verbe ténérer qui était employé plus tôt par Horace pour montrer que c'est Auguste qui maîtrise tout ça. À la différence près, c'est que si vous regardez ici, là vous avez le tenente caesare qui signifie, c'est César, en l'occurrence Auguste, qui est maître de l'Empire. Ici, vous retrouvez le même verbe de tenent, sauf que là, le sujet n'est plus César Auguste, mais en l'occurrence, ce sont les Bastarnes et les Sarmates, donc 2 tribus barbares très menaçantes, qui en fait maîtrisent tout l'Empire qui échappe à Auguste. Donc, c'est une façon pour Horace
d'atténuer cette impression de maîtrise de la part du princeps et de montrer que finalement les barbares sont aux portes de l'Empire et sa conquête qui est toute récente est finalement extrêmement fragile. Il va également jouer avec l'idée du fleuve, avec le Danube pour la première citation, puisque là où le fleuve, chez Horace, était un fleuve qui abreuvait des nations qui étaient soumises à Auguste, ici, chez Ovide, il va nier donc cette idée de soumission et le fleuve ici devient un obstacle qui est extrêmement fragile, une frontière très facilement franchissable, notamment l'hiver quand le fleuve est gelé, et pour rappeler encore une fois à Auguste que son empire est menacé aux frontières, là où même Ovide se trouve. À cela, donc, il va ajouter la crainte d'être capturé par ces tribus barbares menaçantes qu'il présente. Et il rappelle donc qu'il a conservé ses droits de citoyen romain et surtout donc il laisse entendre qu'Auguste n'est pas en mesure de défendre un de ses citoyens même exilés au fin fond de l'Empire, ce qui signifie une sorte de perte de puissance, ou en tout cas une puissance somme toute assez limitée pour un princeps aussi glorieux. Donc on voit bien comment ici Ovide reprend les thèmes horaciens qui vont justifier les épinicides, donc expansion de la conquête, sécurité, etc., pour montrer en revanche la fragilité et le caractère éphémère de cette conquête. Et donc, outre l'argument de sa mise en danger personnel dans le contexte de sa demande de changement de lieu d'exil, il y a également la possibilité ici d'une lecture qui est finalement peu flatteuse pour le princeps lui-même. Donc ça, c'est par rapport à l'expansion de la conquête. Donc Ovide va jouer sur 2 points. La conquête qui reste à consolider, mais également, il va appuyer là où ça fait mal sur les peuples qui résistent encore et toujours à l'envahisseur, les fameux irréductibles. Et donc, je me suis limitée à un exemple qui est assez récurrent dans la littérature latine, qui est celui des Parthes. Alors, pour un petit rappel historique, il y a un véritable traumatisme pour les Romains suite à la bataille de Kars. Alors, Kars, c'est en Turquie. Ça se place en 53 avant notre ère. Les Parthes infligent une sévère défaite aux Romains. Il y a 20 000 soldats romains tués, 10 000 soldats qui sont faits prisonniers et surtout, humiliation suprême, les enseignes de l'armée romaine sont saisies et confisquées par les Parthes. C'est un véritable traumatisme national et les généraux romains qui vont se succéder n'auront de cesse de récupérer à tout prix ces enseignes. Et c'est ce que Auguste va parvenir à faire en 20 avant notre ère. Sauf que Auguste va parvenir à le faire, mais de façon diplomatique. Il ne va pas se battre militairement contre les Parthes. Et ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Donc, Horace va célébrer, encore une fois, à plusieurs reprises, cet événement qui est vraiment très, très important pour l'orgueil romain, de la récupération des enseignes. Donc, dès l'année 20, vraiment événement complètement contemporain, il va célébrer donc le retour des enseignes par Auguste. Donc, il le dit ici, sous le chef qui aujourd'hui enlève nos enseignes des temples des Parthes. 3 ans plus tard, il revient encore sur cet événement et il a rendu à notre Jupiter les enseignes arrachées aux portes orgueilleuses des Parthes. Donc, on comprend à la fois l'importance du traumatisme et surtout la gloire d'Auguste qui a réussi à récupérer ces fameux enseignes. Mais on a également l'impression qu'il s'agit presque du seul fait d'armes d'Auguste, puisque à 3 ans d'intervalle, il revient toujours sur le même événement. À côté de ça, il va également évoquer des conquêtes qui restent à faire, puisqu'il dit « et tu soumets aux armes romaines ce qui peut leur manquer ». Alors, ce qui peut leur manquer, c'est quand même un terme extrêmement vague en latin, avec le siquid abest, et qui montre que finalement, il resterait peu de territoire à conquérir et que finalement, Auguste s'impose petit à petit comme le garant de la paix, la fameuse Pax Romana, la paix romaine. Et n'oublions pas que la restitution des enseignes, c'est surtout une victoire qui est avant tout diplomatique. En parallèle, et c'est là où c'est extrêmement frappant, et c'est pour ça qu'on peut parler vraiment de peuple irréductible, c'est que l'image du Parthe, c'est un petit peu une image d'Épinal dans la littérature latine augustéenne, c'est que c'est vraiment l'ennemi irréductible, le barbare, sauvage dans toute sa splendeur, et qui ne cesse de menacer l'Empire romain sans qu'on arrive finalement à le soumettre définitivement. Donc on peut le voir à plusieurs reprises, là j'ai vraiment pris que 3 extraits, mais ça pullule à travers la littérature. Donc par exemple, il est présenté comme le horribilier Médo, donc c'est-à-dire le Mède qui suscite une terreur réelle, ou alors on parle des Perses redoutables, donc les Mèdes, les Perses, les Parthes, c'est le même mot, ça désigne le même peuple. Ou alors, on parle des Mèdes qui chevauchent impunément sans tenir compte de la loi romaine. Donc ici, il y a une forme d'ambiguïté dans l'évocation des Parthes par Horace. Il veut montrer que c'est un peuple hostile, dangereux,
Tout ça, encore une fois, pour montrer la puissance d'Auguste, pour exalter sa grandeur. Il le fait de façon récurrente, mais en même temps, il montre également que cette conquête reste assez fragile. Et avec la restitution des enseignes, il montre quand même une victoire d'Auguste, mais c'est une victoire qui n'est que diplomatique et qui en même temps montre qu'Auguste ne va pas systématiquement attaquer, mais qu'il veut garantir la paix. Donc il est tout le temps sur le fil en train de jouer entre l'image du princeps qui va garantir un territoire, mais qui en même temps va garantir la paix. Bien évidemment, Ovide va s'engouffrer dans cette brèche quelques années plus tard, encore une fois. Lui aussi va revenir sur cette question de la restitution des enseignes. Et pourtant, on est en 9 après notre ère, donc on est presque 30 ans après cette restitution. Donc, pour vous montrer à quel point ça a marqué les esprits. Et surtout, là, Ovide va composer un poème qui, pour tout latiniste qui se respecte, ou en tout cas pour tout lecteur de l'époque, va forcément faire écho à une ode extrêmement célèbre d'Horace que j'ai mise juste en dessous. Donc, le texte d'Ovide, on repère une anaphore, donc une répétition que j'ai soulignée en violet, de nunc, 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 qui veut dire maintenant, tantôt, plus avec alors c'est un petit peu technique, avec un adjectif verbal à valeur d'obligation qui est le est domanda. Et forcément, pour un lecteur romain de l'époque, ça fait obligatoirement, nécessairement écho à l'ode d'Horace qui commence par nunc est bibendum, nunc, nunc, qui est maintenant il faut boire, et qui est une ode qui a été composée par Horace pour célébrer une victoire déterminante pour Auguste, qui est celle de la victoire d'Actium, quand Octavien et Agrippa arrivent à vaincre Cléopâtre et Marc-Antoine, ce qui va ouvrir la voie à Octavien au Principat, où il va devenir à ce moment-là le seul maître de Rome. Donc, en faisant cela, Ovide sait très bien que cet écho formel ne passera pas inaperçu. Donc, il reprend encore une fois le procédé du catalogue. En cela, il est fidèle à ce qu'a fait Horace. Il va reciter des peuples, donc la Pannonie, les Rètes, les Thraces, l'Arménien, etc. Il va intégrer au milieu ce cavalier parthe qui tend d'une main timide les enseignes qu'il avait pris. Donc, encore une fois, on revient sur cet événement, mais ça donne l'impression que finalement, en 30 ans, il ne s'est rien passé vraiment de fondamental, puisqu'on est toujours à ressasser le même événement, la même victoire d'Auguste. Et ensuite, il place donc cet événement très ancien au milieu d'une énumération, mais c'est une énumération de peuples qui restent à soumettre, ou de victoires qui restent encore à pacifier, de traités qui restent à établir, pour venir entériner toutes ces conquêtes. Donc là, il est en train de suggérer finalement à Auguste et au lecteur que la tâche est loin d'être achevée et que des soubresauts sont toujours possibles. Donc, en faisant cela, il montre que finalement, il ne s'est pas passé tant d'événements glorieux que ça sous le règne d'Auguste et que l'Empire est toujours extrêmement fragile et qu'il doit à tout prix être consolidé. Voilà, donc je vais devoir abréger puisque... Donc, en conclusion, ce que j'ai essayé de montrer très, très rapidement, c'est que Horace, lui, se fait le porte-parole donc la propagande augustéenne et il tente de faire coïncider à la fois l'esprit de conquête en exaltant les victoires d'Auguste et la fameuse Pax Romana à laquelle Auguste également tient énormément et qui sera un des points centraux de sa propagande. Tandis qu'Ovide donc, ne va pas copier son prédécesseur de façon complètement servile, il va suivre la voie ouverte, il va reprendre une partie des procédés propres à Horace, mais avec un contexte géopolitique qui évolue et auquel on ajoute son statut de relégué. Donc, les citations de cette présentation étaient recentrées essentiellement sur les tristes, dans un souci de clarté, d'efficacité. Mais on voit bien la complexité de la position d'Ovide, dire qu'il est élogieux par nécessité et sans doute tout autant que par conviction sincère. Tout ça pour rentrer dans les bonnes grâces d'Auguste, mais il est également critique, ce qui lui permet de tracer sa propre voie de poète augustéen, tout en tentant d'apitoyer le lecteur sur son sort de relégué en pays qu'il dit véritablement hostile. Et dans les pontiques qu'il composera un petit peu plus tard, 3-4 ans plus tard, il va développer les mêmes procédés. Et notamment, il va imaginer les triomphes des généraux victorieux comme Tibère, le futur empereur, ce qui va l'amener à redéfinir le rôle du poète qui veut continuer à exister à Rome, même à distance, et surtout interroger le pouvoir de l'écriture poétique, qui permet d'immortaliser à la fois les hauts faits, comme on vient de le voir, ce que 20 siècles plus tard on continue à en parler, mais également ceux qui les accomplissent, et ce qui lui donne une forme d'ascendant sur ces derniers, puisque c'est lui qui décide qui il va immortaliser ou pas. Voilà.